Les matins de France Culture, Guillaume Erner. L'inceste au cœur de l'actualité, et si tel est le cas, c'est parce qu'un ouvrage, un récit La Familia Grande, publié aux éditions du Seuil, est signé Camille Kouchner, accuse le politologue Olivier Duhamel d'avoir abusé du frère jumeau de l'autrice, alors âgé de 13 ans, pour évoquer ce thème. Je suis en compagnie d'une historienne, Fabienne Giuliani. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'inceste, rattachée à l'Agence nationale de recherche d'Hervy et autrice des Liaisons interdites, histoire de l'inceste au XIXe siècle aux éditions de la Sorbonne. Et en face de vous se trouve un avocat au barreau de Paris, maître Rodolphe Costantino. Bonjour. Vous êtes spécialiste des maltraitances sur enfants. Peut-être est-il utile, maître, de définir tout d'abord ce qu'est l'inceste. Alors l'inceste, il trouve aujourd'hui une définition dans le code pénal. La dernière définition date de 2018, il est rentré dans le code pénal en 2010. Ça a été très compliqué pour les parlementaires de le définir, parce que c'est une notion qui est à la croisée des chemins de plusieurs disciplines. Et on a fini par trouver une définition en désignant en fait les auteurs, la qualité des auteurs, c'est-à-dire ascendant, oncle, tante, frère, sœur, nièce, neveu. On a perdu cousin, cousine en chemin, qui à un moment donné avait été un concubin ou conjoint de ces derniers. Voilà la définition qu'en donne le code, à savoir que l'inceste n'est pas en soi ni un délit ni un crime. C'est-à-dire qu'il vient habiller le crime de viol, où il vient habiller le délit d'agression sexuelle qui était préexistant. C'est-à-dire, pour que l'on comprenne bien, maître, est-ce que c'est une circonstance aggravante ? En quelque sorte, mais pas à proprement parler. Et le Code ne réserve à la situation incestueuse, qu'elle soit autour du viol, soit autour de l'agression sexuelle, ne réserve aucun sort particulier, ni quant à la prescription, ni quant à la peine, puisque les infractions sont des infractions commises soit par ascendant, dit le texte, soit par personne ayant autorité, c'est-à-dire que vous soyez la nourrice, par exemple, ou que vous soyez finalement le père, ça ne change rien en termes de prescription ni en termes de peine. Donc en fait, c'est une question plus d'autorité ou d'ascendance, comme vous dites ? C'était surtout, ce que je veux dire, c'est que c'était surtout une entrée dans le code pénal qui était tout à fait symbolique. Voilà. Et la question de l'âge, et de l'âge à partir duquel, ou en deçà duquel, il ne peut pas y avoir de consentement, maître. Alors, il y a plusieurs questions autour de l'âge. Sur la question de l'inceste, il est peut-être important de préciser qu'au terme du code pénal, les relations incestueuses ne sont visées que sur les mineurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en France, si un père devait abuser sa fille au-delà de sa majorité, on n'est pas dans une situation d'inceste pour le code pénal. Mais la majorité sexuelle dans ces conditions est la majorité tout court. Oui, absolument. La majorité sexuelle en France, elle est de 15 ans, c'est-à-dire qu'en définitive, en deçà de 15 ans, on ne peut pas consentir à une relation sexuelle puisque il y a le délit d'atteinte sexuelle, mais qui est une forme de... j'ai envie de dire, qui est une forme de petite récompense pour les victimes, de petits lots de consolation, puisque ni le viol ni les agressions sexuelles ne connaissent en fait une définition différente que celle des adultes, c'est-à-dire qu'il va appartenir sans cesse à la victime mineure de faire la preuve du fait qu'elle n'était pas consentante. Alors ça, c'est pour la définition juridique. En ce qui concerne cette fois-ci le regard historique porté sur ce crime, Fabienne Giuliani, qu'appelle-t-on inceste ? Vous qui êtes historienne, comment fait-on pour travailler sur cette notion qui est, j'imagine, une notion qui a été élaborée très différemment en fonction des époques et des sociétés ? Comment fait-on pour travailler sur cette notion ? Déjà, on a un nombre de sources très important. L'inceste est un crime qui existait sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, et un crime, comme vous le dites, qui avait une définition très différente. Ce qui était appelé inceste sous l'Ancien Régime, c'était toute relation sexuelle entretenue au sein d'une parenté très large, y compris parenté spirituelle. Un prêtre avec sa pénitente, un confesseur, avec sa pénitente, pouvait être accusé d'inceste spirituel.
sexuelle. Donc ça concernait autant des adultes consentants qui avaient une sexualité au sein de la parenté que ce que nous nommons aujourd'hui inceste, c'est-à-dire des viols commis par des pères sur leurs enfants. Ça veut dire qu'il y avait la notion d'emprise ou de domination, même si elle n'était pas formulée de la sorte? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'un prêtre est une pénitente. Oui, mais alors ce que je dois préciser, c'est que c'est le couple dans son entier qui est accusé d'inceste. Ce n'est pas, le prêtre n'est pas considéré comme le seul coupable dans cette relation. La pénitente l'est également. C'est plutôt à un niveau moral et religieux qu'il faut se situer. Il était puni, le couple incestueux dans son entier était fautif. Alors, avec des nuances, on ne condamnait pas de la même manière un père et sa fille. La justice d'Ancien Régime est plus nuancée que cela. Mais en tout cas, c'était une faute morale, une faute religieuse. Et donc, la Révolution française, des révolutionnaires vont faire voler en éclats cette vision de l'inceste et ils vont décriminaliser cet inceste-là. Ils vont le faire complètement disparaître du premier code pénal qui est voté en 1791 et ils vont à la place inscrire le crime de viol au travers des articles 29 et 30. Donc entre 1791 et 1810, l'inceste disparaît complètement en France parce qu'il n'y a pas de circonstances aggravantes prévues pour le viol en dehors de l'âge et de la complicité des auteurs qui le commettent. Par contre, en 1810, il réapparaît. Donc exactement sous la forme définie par M. Costantino, c'est-à-dire que l'inceste, le mot disparaît, l'inceste devient une circonstance aggravante des crimes de viol et d'attentat à la pudeur avec ou sans violence définis à cette époque-là. Et c'est plutôt une spécificité française, c'est-à-dire que l'inceste n'est qu'une simple circonstance aggravante d'autres infractions sexuelles et sa définition en France ne dépend que des infractions sexuelles. Alors, avec peut-être, je voudrais juste dire une petite différence. Avant 1994, la présomption de non-consentement des enfants existait dans le code pénal. C'est-à-dire que dès 1810, on considère qu'en dessous d'un certain seuil d'âge, les magistrats n'ont pas à se poser la question du consentement des enfants. Cette capacité à non discerner des enfants est automatique avant 1994. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans la représentation qu'on se fait de l'inceste du point de vue anthropologique, et on a tous en tête quelques idées plus ou moins vagues sur le tabou de l'inceste, notamment chez Claude Lévi-Strauss, et quand on reprend les structures élémentaires de la parenté, donc de Claude Lévi-Strauss, celui-ci écrit, je le cite, « Rien n'est plus douteux que cette prétendue répugnance instinctive, car l'inceste, bien que prohibé par la loi et les mœurs existe, il est même sans doute beaucoup plus fréquent qu'une convention collective de silence ne tendrait à le supposer. » C'est-à-dire que Lévi-Strauss évoque certes le tabou, mais il évoque aussi, et surtout d'après ce passage que je viens de lire, la transgression de ce tabou, Fabienne Juliani. Tout à fait. Moi, je dis souvent que l'inceste est un crime ordinaire dans le sens où il est commis fréquemment au sein de la société, dans toutes les familles, tous les milieux sociaux. Et donc oui, cette notion de tabou, elle a besoin d'être nuancée. Le tabou, c'est d'abord une construction sociale. C'est une construction sociale. Par exemple, on peut historiciser assez facilement, on peut dater la manière dont le tabou de l'inceste s'est créé en France. Et alors, qu'est-ce que ça donnerait si on souhaitait justement donner des dates ? Alors, si on souhaite donner une date déjà de départ, on va dire pour ce tabou un peu moderne, cette forme contemporaine, c'est le Code civil de 1804. En 1804, le Code civil est adopté en France et il établit que la famille est le sanctuaire sacré des mœurs dans lequel l'État ne doit pas rentrer. Et il place à la tête de cette famille un magistrat qui est le père. Et à partir de 1804, il y a donc l'idée que la famille est la cellule souche de la société, qui doit préparer un enfant à devenir lui-même un adulte dans la société. Et donc, il est très important dans cette conception de ne pas toucher à ce sanctuaire sacré. On commence à ne plus rentrer dans les familles. En histoire, par exemple, on s'aperçoit que le mot inceste, qui était utilisé dans les débats parlementaires ou dans les sources d'Ancien Régime, commence peu à peu à disparaître au XIXe siècle. Il s'efface. Il s'efface dans la première moitié du XIXe siècle, il est encore un peu utilisé, puis peu à peu, on va le voir être remplacé par les élites, par des termes de périphrase. Par exemple, il va devenir un crime odieux, un crime horrible, un crime qu'on commence à ne plus nommer. À partir de 1856, il devient même un crime dangereux parce que les débats sur la consanguinité arrivent en France. Et donc, on va dire que c'est un danger pour l'espèce humaine.
Mais alors, c'est justement ça qui est étonnant parce que il y a aussi une notion importante dans l'Occident. Et là, je vais remonter à une époque antérieure au 19e siècle, c'est-à-dire au Moyen Âge, avec différents conciles religieux. Par exemple, le concile de Latran IV, et on est en 1215, Fabienne Giuliani. Et là, à ce moment-là, l'Église édicte de manière extrêmement précise les degrés de parenté qui empêchent le mariage. Alors, c'est principalement pour les familles royales. Mais c'est fait de telle manière que finalement, il devient extrêmement compliqué pour les familles royales de se marier à l'époque. Donc c'est déjà les prémices d'une forme de législation contre l'inceste. Oui, mais vous le dites, en fait, on ne le punit pas pour la même raison par le concile, dans le concile de Latran-IV que De Latran IV. Ouais, pardon, excusez-moi. Que à l'époque contemporaine. Là, vous le dites, c'est l'Église. C'est l'Église catholique qui édicte des règles et qui édicte des règles qui effectivement visent d'abord des familles aristocratiques parce qu'elle souhaitait empêcher cette pratique du mariage dans les élites. Mais au XIXe siècle, on n'est plus du tout dans la même société, on ne le fait plus pour les mêmes raisons. Donc bien sûr que l'interdit existait déjà. Il ne s'agit pas de dire que l'interdit de l'inceste naît de manière contemporaine. Il s'agit de dire que les raisons pour lesquelles on l'a interdit diffèrent selon les époques. Mais alors, ce qui est étonnant, et effectivement, vous le rappelez, c'est assez étrange de voir ça, c'est-à-dire qu'en fait, cet interdit va réapparaître pour d'autres raisons, avec par exemple la notion de consanguinité et les dangers que pourrait susciter une alliance consanguine. Tout à fait, à partir du milieu du 19e siècle. Et c'est aussi lié à autre chose. Au 19e siècle, on est dans une société qui change profondément et qui voit l'arrivée d'une nouvelle classe sociale qui est la classe ouvrière. Et ça aussi, ça fait partie de la constitution du tabou. Il faut savoir qu'au 19e siècle, les médecins s'inquiètent des habitats ouvriers, de la promiscuité dans laquelle vivent les ouvriers, et ils commencent à les dénoncer comme incestueux. Alors, on l'a dit, sous l'Ancien Régime est incestueux plutôt l'aristocrate. Et au XIXe siècle, d'un coup, on va donner un visage de la pauvreté à l'inceste, on va lui associer un visage de la pauvreté. Le pauvre ouvrier, le père ouvrier est incestueux, il met en danger l'espèce humaine et il met en danger l'ordre social tel que défini par le Code civil. Et si je peux juste terminer, et quand les faits divers commencent à publier ces affaires d'inceste en 1880 en France, c'est cette dénonciation-là de l'inceste qui est diffusée dans l'opinion publique. C'est-à-dire que c'est la preuve en quelque sorte de la dégradation morale des classes laborieuses. Et de leur dangerosité pour la société française, tout à fait. Mais alors, ça c'est en quelque sorte pour la théorie lorsqu'on parle de ce qui est interdit par la loi. En matière de pratique, Fabienne Giuliani, la France par exemple, mais pas uniquement la France, une partie de l'Occident s'est construite sur l'idée de mariage tardif. Alors, mariage tardif, tout est relatif, mais cela signifie que la nubilité est portée à une date généralement assez tardive. Il faut l'expliquer en Occident. Oui. Après le mariage tardif, quel lien vous faites avec les violences incestueuses du coup le fait que on considère, et c'est probablement quelque chose qui importe du point de vue symbolique, que le mariage doit être fait à une date où on a affaire à des adultes. Il y a dans la Bible des notions qui sont assez précises, puisque par exemple la majorité considérée comme étant généralement fixée à 13 ans, eh bien c'est une date qui n'est pas retenue dans les pratiques de l'Église. C'est-à-dire qu'on reprend les textes de l'Ancien Testament et puis on voit que le mariage se fixe en Occident à une date qui est plus proche de la vingtaine, et c'est là-dessus qu'il va y avoir à la fois une notion morale et puis une notion aussi, mais ça c'est peut-être un effet secondaire de cette représentation du mariage tardif, de limitation des naissances, puisque c'est aussi par voie de conséquence l'une des notions qui est héritée de ce mariage tardif. Oui. Alors le mariage, effectivement, il est tardif. Il y a aussi un changement contemporain. Il est tardif et puis il devient de plus en plus affectif aussi. Donc oui, cette famille, elle se transforme effectivement à l'époque contemporaine. Après, ce mariage tardif, vous en parlez, c'est souvent un argument justificatoire pour les pères qui commettent l'inceste.
ils disent que, et effectivement, les femmes à cette époque ont de nombreux problèmes de santé. Elles ont ce qu'on appelle des descentes de matrice. Elles sont parfois incapables d'avoir une sexualité. Et les hommes justifient l'inceste en disant qu'ils remplacent la mère par la fille, puisque soit la mère est décédée, soit effectivement la mère n'est plus capable. Et donc la fille remplace à la fois dans tout le milieu domestique sa mère. Donc oui, il y a un discours justificatif à ce niveau-là. Et alors, lorsqu'on regarde la période quasiment contemporaine, comment cette notion évolue-t-elle, Fabienne Giuliani ? La notion d'inceste ? Aujourd'hui, clairement, au tournant du fin 19e et début 20e, l'inceste dans l'esprit des gens n'est devenu que les violences incestueuses. C'est-à-dire que l'inceste, c'est devenu, tel qu'il a été créé au 19e siècle, un viol commis par des pères sur leurs enfants, avec un tabou extrêmement fort. Qui reste quand même et qui demeure le tabou sur l'inceste, l'interdiction d'en parler, puisque c'est comme ça que la presse et que la manière dont il s'est diffusé dans l'opinion publique à la fin du 19e siècle nous a appris à le penser, c'est-à-dire il ne faut pas le nommer, il faut le penser comme exceptionnel, alors qu'il est loin d'être exceptionnel. C'est un crime dont il ne faut pas parler parce qu'il risque de polluer, de contaminer la société. Et donc voilà aujourd'hui le regard qu'on a sur l'inceste avec, alors là j'entendais, suite à la parution du livre de Camille Kouchner, c'est toujours intéressant de voir la propension qu'on a à rattacher l'inceste à un milieu social. Alors soit on considère que c'est un crime de la pauvreté, soit on considère que c'est un crime de la gauche caviar, oubliant d'ailleurs au passage que l'affaire de Villiers aussi ne concernait pas cette... L'affaire de Villiers, il faut nous dire en quoi... L'un des fils de l'homme politique de Villiers l'a accusé effectivement d'inceste. C'était au début des années 2000, il me semble. Donc voilà, il n'y a pas de... Si je cite cette affaire, c'est pour bien montrer qu'il n'y a absolument pas... Y a-t-il eu un jugement dans l'affaire de Villiers ? Non, c'était pareil, c'était une accusation ça a été réglé, ce qu'on appelle en intrafamilial, cette histoire. C'est-à-dire que la famille a... il n'y a pas eu de dépôt de plainte et ça a été, enfin pas à ma connaissance. Je voudrais quand même. Ce qui est frappant dans le cas, par exemple, de l'affaire Olivier Duhamel, c'est qu'elle intervient donc effectivement dans un milieu social qui est accusé de générer des mœurs dissolues, mais aussi et surtout parmi des gens célèbres. Et ça, c'est quelque chose qui contribue effectivement à donner un relief particulier à cette affaire. Est-ce que, en tant qu'historienne de l'inceste, Fabienne Giuliani, vous avez eu à étudier différents cas, ou bien chez des gens célèbres, ou bien au contraire des affaires ordinaires, entre guillemets des faits divers ? Alors, je vais me placer sur 2 siècles différents. Au 19e siècle, les dossiers judiciaires concernent d'abord les classes populaires parce qu'elles sont plus facilement happées par la justice, les élites ayant plus de moyens de résolution, ce qu'on appelle infrajudiciaire. Quelques affaires célèbres, celle de Flora Tristan, qui a accusé la mère de Paul Gauguin, qui a accusé son mari et qui avait, à cette époque, leur divorce avait fait l'objet d'une publicité importante. Elle l'accusait d'inceste. Oui, au XXe siècle, quelques affaires célèbres dont je ne peux pas parler. Étant soumise à mes dérogations et à mes... puisque c'est interdit de parler de ces affaires sur une durée de 100 ans quand on est historien. Il y a ce qu'on appelle des règlements. Mais non, c'est dans toutes les classes sociales. Là, Camille Kouchner, c'est surtout qu'effectivement, c'est une famille qui est célèbre. Les noms évoquent quelque chose aux gens. Donc ça résonne. Et puis ça résonne aussi par rapport à Mazenev, ça résonne par rapport à tout ce cercle dans lequel il vivait. On continue à en parler dans une vingtaine de minutes. Fabienne Giuliani, vous êtes historienne et vous avez notamment publié Les liaisons interdites, histoire de l'inceste au 19e siècle aux éditions de la Sorbonne. Et Rodolphe Constantino, vous êtes avocat au barreau de Paris. On en parle dans une vingtaine de minutes car il est 8h sur France Culture. Bon réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h22, dans un livre paru aux éditions du Seuil, Camille Kouchner accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'avoir abusé de son frère jumeau, du frère jumeau de l'autrice alors
âgé de 13 ans, et cette histoire met en lumière les mécanismes de l'inceste, un sujet dont on parle en compagnie d'une historienne, Fabienne Giuliani, spécialiste donc de l'inceste. Vous avez notamment publié Les liaisons interdites, histoire de l'inceste au XIXe siècle. Et Rodolphe Constantino, vous êtes avocat au barreau de Paris, et j'aimerais, maître, avoir votre point de vue sur cette affaire. L'affaire Duhamel, votre regard, la lecture que vous faites des faits qui sont donc relatés. Écoutez, moi je vais pas porter un jugement sur cette affaire. Je crois d'abord que c'est trop tôt, et puis on ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour avoir à en dire quoi que ce soit. Ce que je note, c'est que ce n'est pas la première affaire sur ces derniers mois. En définitive, qui surgit un peu de cette manière-là, c'est-à-dire de façon très médiatique. Je pense à l'affaire Springora, je pense aussi à l'affaire d'Adèle Haenel, par exemple. Et le regard que je porte est assez sévère, elles ne m'en voudront pas, ces victimes-là. Parce que c'est pas leur intention que je dis ça, mais ce qui m'étonne, moi, c'est de voir toujours notre parquet de Paris tressaillir, convulser, quand la victime a un nom, et quand elle n'en a pas, quand elle a eu la chance, entre guillemets, d'avoir un abuseur qui lui en avait un. Et je pense, en disant ça, aux centaines de victimes que j'ai à mon cabinet, qui sont également des victimes d'inceste, des enfants qui attendent qu'on leur rende justice, qui sont pas du tout pris en charge ni par les services d'enquête. Parce que c'est ce que je rencontre au quotidien. Donc moi, je me félicite de ces affaires qui viennent comme ça et qui surgissent comme ça, parce qu'elles font prendre conscience et elles apportent ça. D'abord, c'est courageux, parce que voilà, parce on vient délivrer quelque chose qui est d'une histoire personnelle, familiale, et on voit tout ce qu'il y a autour et combien c'est compliqué, mais surtout ça vient alimenter effectivement la conscience collective sur le fait que voilà, ces faits, c'est toujours et partout, dans n'importe quel milieu, donc ça c'est formidable, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, et pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. Mais alors on pourrait dire, maître, que beaucoup de ces affaires, la vague MeToo elle-même, est née d'affaires évoquées par ou contre des gens célèbres, et c'est ça peut-être aussi qui permet de libérer la parole ? Oui, naturellement, je crois que c'est très important, mais après il faut que ça suive, j'ai envie de dire, pour les anonymes. Et ça suit pas. Et ça suit pas. Et ça suit pas, sans doute d'abord parce qu'il y en a trop. D'ailleurs, je pense que notre système judiciaire essaie non pas d'escamoter ces affaires pour de mauvaises raisons, mais d'abord et avant tout parce qu'il essaie lui-même de se sauver de la noyade, c'est-à-dire que la vague est telle qu'aujourd'hui on est dans l'incapacité de traiter ces dossiers. Attendez, parce que pour qu'on comprenne bien, il y aurait un engorgement lié aux affaires. Mais bien sûr, que ce soit au niveau des enquêteurs, que ce soit au niveau ensuite de l'institution judiciaire elle-même, c'est-à-dire au niveau de l'instruction, au niveau des parquets, puis ensuite des juridictions de jugement. Et du coup, on vit de petits expédients, c'est-à-dire qu'on a énormément de classements sans suite dans ces affaires, énormément. Ils sont liés à quoi, les classements sans suite ? Aussi à ça, c'est-à-dire qu'on va en choisir quelques-unes, celles qui seront les plus faciles à gérer, les plus faciles à démontrer, et on va laisser toutes les autres sur le côté en disant écoutez, voilà, on ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire que pour les personnes que vous assistez, maître, lorsqu'il est question donc d'un dépôt de plainte, combien de temps faut-il pour que la justice se saisisse de l'affaire ? Qu'est-ce qui se passe ? Le grand Dieu des mois, je vais vous donner un seul chiffre et vous allez comprendre. Quand on a la chance, après avoir déposé plainte, d'obtenir du parquet de Paris, par exemple, une décision de classement sans suite, donc uniquement la décision qui vient vous dire « Désolé, il y a une petite enquête, elle n'a abouti à rien, donc le parquet en reste là », il faut au moins 6 mois pour obtenir copie, en fait, de l'enquête préliminaire. Voilà, ça vous donne une idée. Si ensuite, au regard de l'enquête préliminaire, je veux déposer plainte avec constitution de partie civile et mener l'affaire jusqu'à son terme, je dois compter 2 années au moins. Ce qui veut dire que l'idée selon laquelle les victimes ne sont pas reconnues, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un problème
au départ pour libérer la parole, mais ensuite pour que cette parole soit entendue, c'est votre quotidien ? C'est mon quotidien. Je dis, c'est très bien qu'on prêche là et qu'on dise, mais il faut libérer la parole, mais il va falloir que la justice suive. Et alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans donc ce dossier, cette affaire Olivier Duhamel, c'est que d'après ce qu'on a pu comprendre, il y a eu une précédente procédure sur ces faits donc de viol qui aurait été classée sans suite en 2011. Ça a été révélé par le procureur Rémi Hetz dans un communiqué. Qu'est-ce que vous comprenez à ce classement ? Pour tout dire, j'ai pas compris grand-chose parce que j'ai lu des choses qui étaient contradictoires. C'est-à-dire que tout à la fois le fait qu'il aurait été entendu et qu'à la suite de son audition, il y aurait eu un classement sans suite parce qu'il n'avait pas déposé plainte, prétendument. Puis ensuite, des propos du parquet disant « mais il n'y a pas eu d'audition à proprement parler de cet enfant ». Donc, je ne sais pas très bien où on en est procéduralement parlant dans cette affaire-là. Pour tout dire, ça, on le découvrira sans doute par la suite. Maintenant, je ne serais pas du tout étonné, parce que ça irait dans le droit fil de ce que je suis en train de vous dire, que cet enfant entendu, on se soit contenté du fait qu'il ne déposait pas plainte pour ne pas aller au-delà, alors pourtant que le procureur de la République, dès lors qu'il est informé de l'existence d'un possible crime ou délit, a la possibilité, contre la volonté de la victime, j'ai envie de dire dans ce cas-là, d'ouvrir une enquête puis une information. Mais là, moi je pensais que c'était même systématique, c'est-à-dire que dans ces cas-là, y compris lorsque la victime, pour différentes raisons, ne portait pas plainte, il y avait malgré tout une investigation, c'est pas le cas ? Non, c'est pas toujours comme ça. Et lorsqu'aujourd'hui il y a une procédure qui est ouverte alors que les faits semblent prescrits, quel regard portez-vous là aussi là-dessus, maître Constantino ? Parce que on se dit que si les faits sont considérés comme prescrits, pourquoi le parquet ouvre-t-il une procédure ? Alors, si on en croit ce que dit le parquet non, lui-même, bien sûr, on a des informations parcellaires. Il dit qu'il va falloir faire la lumière sur cette affaire, qu'il faut voir s'il y a lieu d'identifier possiblement d'autres victimes, c'est ce que dit le parquetier, et enfin, il va falloir vérifier sur des éléments d'enquête la réalité de la prescription de l'action. Réalité de la prescription, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si par hasard il y avait déjà eu une enquête, comme vous l'évoquez tout à l'heure, elle aurait pu éventuellement suspendre en fait le temps de la prescription et du coup les faits ne seraient pas encore prescrits. Tout ça est à voir. Est-ce que pour vous, ça pose la question de la prescription ? Parce que là aussi, il y a eu différentes voix qui se sont élevées suite d'ailleurs à cette affaire Duhamel, qui ont consisté à dire que dans ces affaires, il ne faudrait pas de prescription. Pourquoi y a-t-il une prescription ? Est-ce que celle-ci doit être maintenue selon vous ? Alors, j'ai peur d'être long si on va sur ce sujet, parce que... C'est pour ça que je vous ai invité, parce que la question de la prescription me paraît centrale. Oui, c'est la question de la prescriptibilité, en réalité, celle qui se pose, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, et beaucoup d'associations de victimes, notamment, qui demandent à ce que ces faits deviennent imprescriptibles. Alors, à certains égards, je le comprends, c'est-à-dire il y a une forme de légitimité dans cette demande de la part des victimes. J'entends bien que le crime d'inceste, en tout cas dans son acception la plus stricte, je veux dire par là, quand on est vraiment sur une question de verticalité, c'est-à-dire quand c'est des faits commis par le père ou quand ce sont des faits commis par la mère, parce que l'inceste par les mères existe aussi, ces victimes-là sont comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Voilà, et qu'il faut une vie, et on n'a pas assez d'une vie pour s'en remettre. Et je comprends qu'elles viennent dire, après ce qu'on vient de dire sur ce qu'est le droit positif, on pourrait quand même avoir, nous, un dispositif un peu différent, et ça pourrait passer par l'imprescriptibilité. Mais pour autant, ça poserait énormément de problèmes. Lesquels ? On aurait d'abord un problème de cohérence générale sur le droit pénal. C'est-à-dire comment expliquer demain que les crimes de sang, quand on porte atteinte à la vie, c'est-à-dire quand on tue quelqu'un, ce soient des faits qui, eux, se prescrivent et que des faits de viol ou d'agression sexuelle ne se prescrivent pas. Dans la gravité, j'ai envie de dire, dans une échelle de gravité pénale, comment expliquer cette incohérence-là demain si on allait vers une imprescriptibilité ? Mais il y a des faits qui peuvent être considérés comme moins graves, qui ne sont pas prescrits ou alors qui sont prescrits après leur découverte, ce qui revient finalement à les rendre en partie imprescriptibles. Je pense par exemple aux abus de biens sociaux.
Oui. Les abus de biens sociaux, que l'on peut considérer comme étant distincts à de nombreux égards du crime d'inceste, eh bien, ils ne sont pas précis, puisqu'en fait, ils sont prescrits, je crois que c'est 10 ans, je ne me souviens plus de la date précise, mais je crois que c'est 10 ans après leur découverte, ce qui fait que finalement, de facto, ils ne sont pas prescrits. C'est juste, c'est parce qu'on considère qu'ils ne pouvaient pas venir au jour, en réalité, jusqu'à ce qu'il... et donc on ne peut pas faire courir la prescription d'un acte dont tout le monde ignorait tout. Et alors, pourquoi ne reprendrait-on pas le même mécanisme pour l'inceste ? On le pourrait. Reste que ce débat sur l'imprescriptibilité, moi, me semble un peu anachronique aujourd'hui. Je comprends très bien qu'on vienne le discuter sur les affaires qui surgissent là ces derniers temps, parce que ce sont des faits qui ont été commis dans les années 80-90, c'est-à-dire que ces victimes-là ne bénéficiaient pas encore de la prescription telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps de prescription est très long, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à 48 ans pour un crime incestueux, pour aujourd'hui déposer plainte contre un crime incestueux. C'est-à-dire avec les nouveaux dispositifs qui sont à l'œuvre ces dernières années, sur les lois nouvelles, on dispose à près de 50 ans, et on peut légitimement estimer qu'à 50 ans, on n'est plus sous le joug de son père, de sa mère, de son oncle, de sa tante, etc., etc., même si les emprises familiales, on le sait, peuvent être très très lourdes. Hein, donc j'ai envie de dire, on a le temps, on a quand même du temps. Alors certes, il y a le problème des amnésies traumatiques, ça maintenant on commence à parler de ça, c'est encore un autre sujet et qui est largement discuté, mais voilà, on aurait ce problème. Et puis il y a un système pervers de toute façon autour de ces prescriptions qui sont très longues. Ces lois sont un peu scélérates finalement, parce qu'on les dit à faveur des victimes, mais je ne suis pas vraiment sûr qu'elles le soient véritablement. Moi je vois beaucoup de gens qui viennent à mon cabinet, qui me demandent combien de temps encore ils ont pour déposer plainte. Ils sont dans un cabinet d'avocats. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent à quoi ils s'attendent. Et c'est sans doute ça d'ailleurs qui les dissuade, parce que je pense que le système judiciaire participe beaucoup de l'omerta. C'est-à-dire que c'est assez dissuasif, hein, en définitive, ce parcours du combattant annoncé. Ça a été dit et dénoncé, mais par contre... Et elles attendent encore et encore. C'est-à-dire qu'elles repartent de mon cabinet en disant « je reviendrai dans 10 ans ». Il faut que vous éclaircissiez le point pour expliquer en quoi, pour vous, ces lois sont scélérates, maître. Mais parce que je pense qu'elles sont une manière aussi sortie de ce qu'on entend de ces affaires-là, c'est-à-dire de gens qui étaient dans le secret, qui n'ont pas voulu parler avant ou qui n'ont pas pu, ou alors parce que les faits se sont révélés à eux très tardivement. On a, si je puis dire, le gros du bataillon, c'est-à-dire ces gens qui, évidemment, ont conscience de leurs histoires, pourraient demain déposer plainte, mais pour qui c'est tellement difficile qu'elles attendent en fait le dernier moment, voire même que le moment passe, en définitive, pour révéler, mais ça relève de la psychanalyse. Le point de vue de l'historienne, Fabienne Giuliani. Peut-être plus que la prescription, moi, ce dont j'aimerais parler, c'est la loi. La loi française, que ce soit au 19e ou au 20e siècle, quand on étudie les dossiers de procédure, elle ne semble pas adaptée au jugement des violences incestueuses. Parce qu'il faut poser la question de la preuve. Un magistrat, il a besoin de prouver, d'accord ? Les preuves, donc, il va les rechercher dans l'incrimination principale, qui sont celles du viol ou de l'agression sexuelle. Or, dans les cas d'inceste, ces plaintes sont généralement déposées bien après les faits. Donc, il y a rarement de traces sur le corps des enfants. Vous lisez les expertises du 19e, vous lisez les expertises du 20e siècle. Souvent, les médecins légistes disent qu'ils sont incapables de détecter les traces physiques des dires des enfants. Normalement, dans d'autres procédures, vous pouvez avoir des témoins. Mais là, on est dans le cadre de la famille. La famille, elle ne parle pas. Elle parle difficilement dans les affaires d'inceste. Donc, les preuves médicales sont difficiles à obtenir. Les preuves par témoignage sont difficiles parfois à obtenir. Donc on se retrouve dans des affaires qui reposent entièrement sur quasiment une chose, c'est la parole des enfants et la parole de leur mère. Or, la parole des enfants, elle a tendance à ne pas du tout être crédibilisée en France. On ne croit pas les enfants. Au 19e siècle, on les croyait. On parlait de sexualité des enfants la dernière fois, tout à l'heure. Au 19e siècle, quand un juge d'instruction il entendait dans la bouche d'un enfant des mots de la sexualité, il considérait que c'était une preuve de l'inceste, parce que l'enfant avait connu la sexualité, il avait été corrompu par son père. Depuis la fin du 19e siècle, les médecins ont publié des thèses de médecine qui disent médicalement que l'enfant est menteur,
qu'il ne faut pas le croire, qu'il est peu crédible. Il y a des thèses de médecine qui s'appellent les faux témoignages des enfants devant la justice, pour dire que l'enfant peut être manipulé par la mère. Et tout au long du XXe siècle, vous avez une psychologisation de l'inceste qui apparaît dans les dossiers de procédure. On parle de plus en plus d'enfants vicieux, d'enfants pervers, d'enfants menteurs. Depuis les années 90, il y a même un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'aliénation parentale, que l'on retrouve parfois dans les tribunaux, qui est étudié par des sociologues qui s'appellent Pierre-Guillaume Prigent et Gwenola Sueur, qui tentent à dire que les mères forcent les enfants à mentir dans le cadre des procédures. Donc si on n'a pas les traces médicales, si on n'a pas les traces de témoignages, et qu'on commence à dire que ces enfants, on ne les croit pas, en plus il y a l'affaire Doutreau qui a encore fait quand même du mal à cette parole. Oui, il faut rappeler l'affaire Doutreau où il y avait de fausses accusations, mais même dans l'imaginaire, mais pas que, c'était pas que des fausses accusations dans l'affaire Doutreau. Les enfants avaient été victimes de violences sexuelles. Mais il y a plus largement dans l'imaginaire, si on prend par exemple un film comme celui d'André Cayatte, Les risques du métier, ce film où on voit Jacques Brel qui est injustement accusé de viol, cette fois-ci Jacques Brel est un enseignant et un instituteur. Est-ce que vous pensez que ça a pesé, Fabienne Giuliani, dans la représentation et les règles qu'on se fait, l'idée que l'enfant est un menteur ? Ah oui, moi je pense vraiment que ça a eu une incidence très importante et je pense que la psychologie, encore une fois, qui prend beaucoup d'importance au XXe siècle, et la psychanalyse, qui tend à dire que l'enfant a un désir sexuel pour son parent, ça a eu une empreinte majeure sur la perception de l'inceste en France et sur la manière dont on reçoit aussi la parole des enfants. Donc moi, c'est plutôt, est-ce que la loi est adaptée au jugement des violences incestueuses ? Est-ce que la preuve de ces violences est possible en l'état ? Qu'est-ce que vous en pensez, maître ? Oui, je comprends surtout que d'abord les choses n'ont pas beaucoup bougé. Finalement, moi ça fait 30 ans que je défends des mineurs victimes. Je ne vois aucune amélioration dans le sort quotidien des enfants qui dénoncent des faits d'agression sexuelle ou d'inceste. Aucune. Beaucoup de modifications textuelles, beaucoup de modifications légales. On améliore, mais au bout du compte, ça n'avance pas du tout. Mais parce que l'enfant est réputé menteur ou affabulateur, parce que c'était de cela dont on parlait. Oui, et puis, alors la parole d'un enfant, ça ne vaut pas grand-chose, et la parole de celui qui le représente au moment où il a des choses à dire, parce qu'on dit libérer la parole, c'est-à-dire la mère, en fait, sa parole vaut encore moins. J'ai envie de dire. Souvent parce qu'on est dans des situations évidemment où les parents se séparent, parce que l'enfant choisit de parler. Soit l'enfant choisit de parler quand le couple se sépare, parce que le danger s'éloigne et donc la parole de l'enfant se libère. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui sont en voie de séparation. Et donc on dit, c'est du conflit conjugal. Voilà. Soit sont des gens qui sont encore ensemble et qui vont se séparer précisément par le fait des révélations de l'enfant. Et là, on est dans le conflit conjugal plus. Donc la parole de la mère ne vaut rien du tout. Ou celle de l'enfant ne vaut rien du tout. Il reste quoi ? Il reste ces affaires dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire des victimes quand elles ont 40 ans, quand elles ont 45 ans, quand on vient leur dire, effectivement, il n'y a aucun enjeu. Pourquoi aujourd'hui viendrait-elle dire ces choses-là si elles n'ont pas existé, etc., etc. Elle est beaucoup plus crédible. Donc non seulement on a sans doute un dispositif, mais je ne vois pas comment on pourrait échapper au droit de la preuve. C'est aussi un impératif et c'est important, au fond aussi pour les personnes qui sont accusées, qu'on puisse apporter des preuves de ce contre de quoi on les accuse. Mais on a surtout un problème de formation, c'est-à-dire que je pense que nos magistrats sont très peu formés à ces histoires-là, en sont encore à confondre ressort incestueux et pédophilie. On est vraiment sur des confusions et des professionnels. Trouver, par exemple, des thérapeutes qui soient spécialisés et qui sachent recueillir la parole de l'enfant, c'est déjà très difficile. Et même quand on a une brigade des mineurs à Paris qui se dit spécialisée, si on leur conduit des enfants qui ont 4 ans et qui sont capables de dire déjà un certain nombre de choses, ils sont bien incapables de les entendre. Je crois que c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc là aussi, ce qu'on a vu dans les représentations au cinéma, je pense au film de Maïwenn,
à ce sujet. Cela correspond à une réalité que vous ne côtoyez pas nécessairement chaque jour, Maître ? Non, non, enfin, c'est plus facile avec des adolescents, c'est plus facile, même si chez les adolescents, là, il y a la possibilité effectivement du mensonge, de l'instrumentalisation, d'un conflit parental, etc., etc. Je ne dis pas que leur parole est plus crédible, mais ils sont plus faciles à interroger et plus faciles à confondre. Mais interroger les enfants et les faire parler quand ils n'en ont pas envie et qu'ils sont petits, et c'est souvent l'âge auquel ils parlent, parce que la majorité de ces faits commencent quand les enfants sont très petits, 4 ans, 5 ans, parfois même avant. Ceux-là, on ne peut quasiment pas les entendre, et donc l'impunité de leurs auteurs est quasiment garantie. Et alors, donc ça c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, selon vous, Fabienne Giuliani ? Qui a changé au tournant des 19e et du 20e siècle. Au 19e siècle, encore une fois, la parole de l'enfant, elle était centrale dans les dossiers de procédure. Les juges d'instruction, justement, je rebondis sur ce que disait Maître Costantino, c'est-à-dire que les juges d'instruction interrogeaient les enfants dès l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai des dossiers de procédure qui datent du début des années 2000 où le procureur et le juge d'instruction disent qu'ils ne veulent pas interroger l'enfant de 4 ou 5 ans et ils le justifient en disant qu'un enfant de 4 ou 5 ans ne sait pas parler. Mais enfin, un enfant de 4 ou 5 ans, il sait tout à fait dès l'âge de 3 ans. Enfin, un enfant, si l'on sait recueillir sa parole, on peut la recueillir, il saura exprimer ce dont il a été victime. Donc je reviens, je suis tout à fait d'accord sur la notion de la formation. La notion de la formation, notamment au recueil de la parole des enfants, et puis aussi quand même à ce regard qui est terrible. Enfin, moi, je lis aussi que des procédures sont classées sans suite parce que la mère est considérée comme hystérique. Ça se retrouve sous la plume de magistrats. La théorie de l'hystérie féminine qui date de la fin du 19e siècle, enfin... Il y a, oui, aujourd'hui, début des années 2000, dans le cadre de séparation. Et puis, une dernière chose quand même, parce qu'on parle des mères, on parle des enfants, mais parlons de la protection des pères, d'accord ? On en parlait tout à l'heure, donc oui, effectivement, des cas d'inceste, ça peut commencer dès l'âge... Enfin, moi, j'ai des cas d'inceste sur des bébés, c'est pas quelque chose de rare, d'accord ? Et on a quand même des magistrats qui s'étonnent d'avoir des procédures, qui s'étonnent et qui disent oui, mais alors ce bébé, il a été hospitalisé en urgence. Et puis finalement, l'enfant a été une seconde fois victime alors qu'il était hospitalisé de ces faits-là. Quand le ministère lance une enquête pour savoir pourquoi l'enfant n'a pas été protégé, le procureur dit mais enfin, le père était un enseignant bien sous tout rapport, âgé de 30 ans, qui n'avait jamais eu aucun problème. Il faut arrêter avec l'idée qu'un père incestueux est un père monstrueux, qui devrait porter les stigmates de l'inceste sur lui, qui devrait être asocial. Les pères incestueux, c'est monsieur tout le monde. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont intégrés. Ce ne sont pas forcément des pères tyranniques, ce ne sont pas forcément des pères pervers, je veux dire dans l'image qu'ils donnent à la société. D'accord ? Donc il faut aussi que l'État accepte de rentrer dans les familles. Il faut que l'État accepte de rentrer dans les familles. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'est toujours pas fait, Maître. Vous qui suivez chaque jour ces procédures. Non, je crois qu'on est vraiment resté sur l'idée que l'enfant appartient à sa famille. Voilà. Et qu'à partir de là, personne n'a à y mettre le nez. Ouais, tout à fait. Même lorsque les paroles se libèrent et que les mentalités sont censées évoluer ? Oui, regardez, ne serait-ce que dans les mesures d'assistance éducative, les assistantes sociales s'interdisent d'aller visiter des familles dans lesquelles on sait que ce sont des familles à problème, sans les avoir préalablement prévenues. Voilà. Les visites inopinées, alors elles se font de temps en temps, maintenant ça commence un peu, mais jusqu'à peu, elles étaient interdites. On ne pouvait pas venir frapper à la porte de quelqu'un pour lui dire, voilà, vous avez été signalé, vous faites l'objet d'une mesure d'assistance éducative par le juge des enfants, on vient voir comment ça se passe chez vous là, aujourd'hui. Non, ça pouvait pas se passer. Donc en conclusion, Maître, ce que vous demanderiez, c'est moins un changement de la loi qu'une application de la loi ? Oui, une application de la loi, notamment, voyez-vous, on parlait de l'imprescriptibilité tout à l'heure. Je pense que souvent on parle de l'imprescriptibilité comme une réponse à l'omerta. Finalement, il y a un tel silence autour de ces affaires que si on laissait du temps, du coup, il y en aurait moins. Alors, à mon avis, il n'y en aurait pas moins. Et puis, je ne suis pas du tout sûr qu'une victime qui n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 50 accepte de parler à 60, pas davantage, j'ai envie de dire. Et en tout cas, le dispositif légal aujourd'hui leur permet de parler
vraiment À des dates, où c'est envisageable. C'est la non-dénonciation de crimes sur mineurs, en fait, qui n'est pas appliquée en France et qui le devrait dans cette affaire. Et quand je regarde l'affaire dont il est question là, je me dis, voilà des gens qui savaient, une famille qui savait parfaitement, cet enfant avait parlé et qui a fait choix du silence. Ça, c'est un délit. Et alors ce délit-là, par contre, il se prescrit par 6 ans à compter de la commission de l'infraction. Ça veut dire qu'on est souvent dans des situations où on va poursuivre l'auteur des faits, bien entendu, mais on ne sera plus en capacité de poursuivre celui qui savait et qui n'avait rien dit du tout. Je pense que pour combattre le silence, il faut poursuivre ceux qui l'ont gardé. Merci Maître Rodolphe Constantino, merci Fabienne Giuliani. Les liaisons interdites, histoire de l'inceste au XIXe siècle aux éditions de la Sorbonne.